Aujourd'hui, nous sommes dans la localité de Foumbot, dans un champ qui a une superficie d'un peu plus d'1 hectare. Ici, la spécialité, c'est la tomate. Nous sommes chez un ingénieur agronome qui, après ses études, a décidé de se lancer à son propre compte. Il s'appelle communément Agri Dario. C'est le nom justement que porte sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans son site pour découvrir quels sont les secrets de la réussite, non seulement de la culture de tomates, mais aussi du business de la tomate qu'il aime bien appeler l'or rouge. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs différentes thématiques. Nous allons principalement parler de comment réussir la culture de tomates. Quels sont les avantages du tutorage? Nous allons parler d'une anecdote que les gens aiment beaucoup. C'est qu'ils appellent la culture de la tomate le pari foot, le njambo ou encore le jeu des hasards. Parce que cette culture peut vous rendre millionnaire et aussi elle peut vous rendre le plus pauvre possible. Alors Dario va nous expliquer que veut dire exactement la culture de tomate est équivalente au njambo. Nous en parlerons dans cette vidéo. Par la suite aussi, nous allons dire entre la culture de tomate en champ et la culture de tomate sous serre, laquelle est plus rentable. Il a eu l'expérience de faire ses cultures sous serre et de faire ses cultures en champ. Donc pour vous qui regardez cette vidéo et qui vous posez cette question, vous aurez dans cette vidéo les différents éléments de réponse. Et à la fin de la vidéo, nous allons parler des chiffres. Nous allons parler de la rentabilité dans le business de la tomate. Si vous voulez faire 1 hectare, de combien est-ce que vous aurez besoin? Combien est-ce que vous allez gagner? Quelle est la rentabilité dans une culture qui se fait en champ comme ici? Quelle est la rentabilité pour ceux qui veulent se lancer dans la culture sous serre? Alors, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je suis Loïc Kamwa, l'ambassadeur du maïs au Cameroun. Mais dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de maïs, nous allons parler de tomates parce que l'agriculture est un tout. Donc, si vous êtes intéressé par les différentes thématiques d'agriculture, d'agro-business, de transformation agroalimentaire, nous vous souhaitons encore la bienvenue sur cette chaîne. Et si vous voulez faire partie de cette merveilleuse communauté, nous vous demandons de faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour nous encourager à vous donner des contenus aussi intéressants les uns que les autres. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer par la présentation du site parce que ici, en plus d'être un site de production, c'est un site d'essai variétal. Donc, il essaie plusieurs variétés, il essaie plusieurs traitements. Parce que l'objectif pour lui à la fin, c'est de pouvoir obtenir le meilleur protocole pour ce qui concerne la culture de tomates. Donc nous allons aller avec Dario, il va nous faire une petite visite guidée de son champ. Et après, nous irons tout directement dans le vif du sujet. Donc, on se prend après le générique. Oh là 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 là! C'est pas mal, hein? Le premier bloc, c'est la variété semence ordinaire, Rio Grande. Après ça peut vite vite. Là-bas, j'ai testé le fait du beurre, le plastique là. Avec la variété ordinaire. Parce qu'en réalité, je cherche à faire quoi? Proposer quelque chose d'autre aux petits producteurs. Je teste aussi la variété Kiro. Kiro aussi, c'est une variété que les gens apprécient parfois. Dans certains environnements, mais on voit un peu les... Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens demandaient comment fertiliser la tomate. Comment fertiliser la tomate? Alors que les personnes qui peuvent marcher chez tout le monde. Et voir maintenant quelle est la variété qui répond mieux à votre tomate. J'ai testé ça sur la fertilisation de l'argent. C'est ce qui est le résultat montre déjà sur l'argent par rapport à chez Kiro, ça se comporte, ça a plutôt amplifié son développement végétatif. Alors que c'est les fruits qu'on veut. Alors que c'est les fruits qu'on veut. On peut voir qu'à un moment donné là, il n'y a pas beaucoup de fruits. Dès que tu arrives ici, c'est l'argent, tu vois les fruits. Donc, le premier bloc là, c'est ici. Là, c'est là le deuxième bloc. Les fruits sont un peu plus jeunes ici. Contrairement à ici. Le premier bloc là doit finir ici. Bon, maintenant, quand la ménager arrive sur le marché, est-ce qu'elle va acheter, elle regarde, est-ce que c'est Rio Grande, Elle connaît. La ménagère, on ne peut pas la tromper. Ah bon? Oh, il y a un fruit là. Généralement,
quand ils prennent même les fruits ici, ils aiment dire que il y avait une autre semence là. C'était rond, la variété Sakata là. Oui. C'est rond, mais le bout est pointu, c'est piquant. Ils connaissent faire la différence entre les fruits. Il y a ceux qui sont plus arrondis. J'ai quelques fruits. C'est un peu comme les oranges comme ça. Oui, qui sont comme les oranges. Mais ils n'aiment pas ça. On dit qu'on veut la forme Rio. Oui. Tu vois, si on ne dit pas que la Rio Grande là est différente de celle-ci, tu vas croire que tout ça c'est rageant. Parce que c'est ce qu'ils veulent, ils veulent la forme de Rio, grosse et un peu allongée. Voilà ce qu'ils préfèrent. C'est pourquoi on a tenté de chercher une semence qui est plus productive que rageant et qui a eu la même forme. On cherche Sur la encore Rio. ça. Sur le marché, on teste, non? Parce qu'il y en a, les Brésiliens proposent, les Français ont aussi les leurs, et puis il y a aussi les, comment ils appellent ça? Les Malaisiens, Oui. même les Indiens. Bon, on prend maintenant, on teste partout. Hein? Voilà, les Thaïlandais. Donc chacun propose quelque chose au marché. Propose, sauf les Africains. C'est ce Non, qui est... on a proposé, tu vas proposer que dans le laboratoire de recherche, qui a accès même à l'information aux travaux, aux résultats de la recherche. Donc la ménagère, elle connaît. La ménagère connaît. Quand les gens attrapent le yo comme ça, là, ils connaissent. Quand elle appuie le yo comme ça, c'est tang. Comme parce qu'elles disent que ça se conserve mieux. Et justement, une fois quand je faisais les tomates, j'ai récolté une tomate, j'ai mis à la fenêtre. Oui. Ça fait comme 2 semaines comme ça. En fait, ça n'a pas pourri. Oui. Ça séchait seulement. Donc, Elles aiment les fruits charnus comme ça. Si je... Regarde, tu vois, ça ne pisse pas trop d'eau. Regarde, moi, c'est fariné. Tu vois, non? ouais. Donc la ménagère, c'est qu'en prenant le fruit ici, la variété Rio aussi, ça va conserver longtemps. Ouais, ça va faire la Parce bonne que dans chose. leur coutume, c'est quoi? Nous, on récolte. Ça prend 1 à 2 jours de voyage parfois. Et quand elle met à la maison, elle met dans les comptoirs, ça va encore passer même 3 à 4 jours. Donc elle cherche le fruit qui va être conservé le plus longtemps possible. Et elle revend encore à des petits détaillants. C'est pourquoi on ne peut pas se tromper en fait. Quand tu arrives au marché, on connaît. Figure-toi que quand tu arrives au marché, on connaît la tomate de Fumbot, on connaît la tomate de Baganté, on connaît la tomate de Tchad. La même variété, mais on connaît au moins ce que ça vient de Tchad. Déjà par le type de cajot, par la terre qui est sur ça. Aujourd'hui, je parle précisément de la tomate tutérée comme ça parce qu'on a fait la tomate non tutérée. En fait, c'est adéquat. Parce que quand c'était Déjà pour ceux qui regardent, il faut checker c'est quoi le tutérage. On parle encore de bon, le tutérage, c'est une opération qui consiste à supporter les plants, à empêcher les plants en fait, de toucher le sol de manière terre à terre. Donc c'est une opération qui permet de protéger les plants et de favoriser le développement apical, la croissance plutôt verticale. Donc quand on a ce système-ci là, on utilise les ficelles de cordonnier parce que généralement les gens demandent avec quoi on attache. C'est les fils de cordonnier qu'on utilise pour faire le tutérage. Donc, cette opération permet non seulement de protéger la plante contre l'humidité relative dans le milieu, parce que quand les plantes sont généralement trop couchées, ça crée l'humidité et du coup il y a la pression des maladies fongiques. Là quand on tutère comme ça, on a moins de pression des maladies fongiques et les fruits sont plus aérés. Du coup il y a aussi une meilleure pollinisation, une meilleure circulation du vent. Et on récolte apparemment plus longtemps. Et voilà, justement on récolte aussi plus longtemps parce que le mûrissement se fait par palier. L'avantage premier du tutérage, c'est la conservation des fruits, la meilleure qualité des fruits. Parce que quand les fruits sont tout au sol, l'humidité fait pourrir les fruits. Les insectes se cachent dans la cime des feuilles, ils font pourrir les fruits. Également aussi, l'autre avantage, c'est que quand vous faites le tutérage comme ça, les traitements sont bien appliqués, atteignent vraiment les fruits. Les traitements atteignent vraiment les fruits. C'est un très bon avantage pour faire le tutérage. Le tutérage se fait généralement à base de bambous, que ce soit les bambous de Chine, Parce que ça ne pourrit pas. que ce soit les piquets de forêt. L'avantage avec ceci, c'est que voici sa troisième année. Un bambou comme ça coûte 50 francs ici. Il y a les pays où ça part à 65 francs.
Et ici au champ, j'ai comme ça. C'est comme si c'était 100 francs pour 3 ans. Ah. Ici au champ, j'ai comme ça 4000. 4000 tuteurs. Ok. Donc après cette campagne, si tu vois comment c'est encore vigoureux, ça va toujours continuer Exactement. à être utilisé. Ok. Maintenant, il y a une. J'ai pas envie de dire une question. Il y a une comparaison que les gens aiment souvent faire. Tu vois, pour les gars qui font dans les serres, Oui. ils disent que la culture sur serre est tellement rentable par rapport à la culture qu'on plein fait ici à plein champ et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà comme producteur de plein champ et producteur en serre, j'ai fait cette expérience. La production en serre est imbattable. Parce qu'il y a la loi du Q10 qui agit en serre. Donc chaque fois que la température augmente de 10 degrés, les cellules se dédoublent. Ok. On a cet avantage qu'en serre, on a moins de pression de maladie. En serre, par exemple, j'ai travaillé sur une serre à Itougébé là-bas, à Yaoundé, dans le centre, pour ceux qui reconnaissent un peu la géographie du centre. À Itougébé, je travaillais dans une serre là-bas où, quand on traitait une fois tous les 2 semaines, le principal ravageur qu'on contrôlait là-bas, c'était seulement toute absoluta, qui est la chenille mineuse qui est dans les, qui attaque les feuilles et par conséquent bloque la floraison. Quand tu parvenais à traiter cela, tu n'avais plus de problème en serre. Les attaques fongiques ne sont pas très prévalentes là-bas à l'intérieur. La croissance est très bonne, les fruits sont sains parce qu'il n'y a pas déjà d'autres insectes. Si on regarde la plaque-ci par exemple, en dehors de la mouche, et fruits, il y a d'autres insectes que tu vois comme ça. Or, quand on en sait, on n'a pas ça. Ils peuvent être favorables pour certaines autres choses, parce qu'on parle souvent on parle de quoi le mouvement. Le cycle, en tout cas, c'est la lutte intégrée. Peut-être l'un des ravageurs qui va distraire l'autre, le fruit de la tomate pour intéresser peut-être les insectes. Mais en serre, tu n'as déjà pas ça. Qui est un très grand atout. Et en serre, tu contrôles tout. Si tu veux provoquer la floraison, si tu veux optimiser la floraison, tu mets seulement et tu introduis les boudons. Je vais te faire une parabole par rapport à la question. Il y a un étudiant qui faisait la tomate, la pastèque en champ. Et il a testé. Comme je te disais, il y a un étudiant qui menait son essai sur la production de pastèque en champ et en serre. Seulement, il y a un détail qui l'a échappé. La pastèque est allogame. La tomate est autogame. Lui, il a fait la serre, il a mis les pastèques. Les pastèques passaient le temps à végéter. Il y avait apparition des fruits, mais pas fécondation. Du coup, il avait un champ propre, mais les résultats en champ où il avait d'ailleurs les fruits jusqu'à bientôt ça mûrissait, il n'avait même pas encore un fruit en serre. Quand j'étais en 4e année, je suis venu en serre pour faire mon stage. Il me dit, grand, ça ne sert à rien que tu viennes collecter et donner ici parce qu'il n'y a aucun fruit. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas introduit les abeilles ici? Il dit, hey. Ah bon? Je lui dis, oui, la pastèque est allogame. Il faut une source de pollinisation pour qu'il y ait fécondation. Lorsqu'on a introduit les abeilles une semaine, parce qu'on avait mis un seau d'eau de 10 litres, parce que les abeilles ont aussi besoin d'eau. On a mis un seau d'eau de 10 litres, on a introduit les abeilles, on a fermé la serre, on est resté dehors une semaine. Après, on est venu retirer la serre, les abeilles. On est passé de 1 fruit à 66 fruits dans la serre. En champ, il avait 85 fruits. Mais les fruits marchands en champ n'atteignaient pas 50%. En serre, tous les fruits qui ont été pollinisés étaient marchands. Donc c'était un résultat qui lui a valu. Oui, juste à cause d'un paramètre. Et laisse-moi te dire qu'en serre, avec la tomate encore, si tu as 10 tonnes en champ, en serre, multiplie ça fois 3, fois 4 pour la même semence. Mais maintenant, pourquoi est-ce que les gens font donc beaucoup en champ et peu en serre? Le coût de la structure. Loïc, on est d'accord que si on va te dire... Une serre de 300 mètres carrés, c'est dans les 3-4 millions. Je connais certains grands frères ici qui vendent le mètre carré de ça à 25 000. Donc si tu fais 25 000 francs par 16 mètres, par 500 mètres carrés ou 400 mètres carrés, tu vois combien ça coûte en investissement d'abord. Préalablement, ce budget-là permet un gars de faire sa campagne en champ. Sans compter que ça c'est la serre. Après, il faut acheter la semence. Il faut acheter le château. Il faut le forage. Il faut le forage. Et donc tout le ça, problème du jardinier lambda, c'est d'abord la structure. Mais moi, personnellement, si je dois recommander à quelqu'un de produire entre la serre et le champ, mieux la serre. Pourquoi? Regarde toute la surface que j'ai faite pour chercher 80 tonnes de tomates. Je suis là, je parle là, c'est environ 1 hectare. Je cherche à avoir 80 tonnes de tomates ici. Je n'ai pas besoin de la même superficie en serre pour faire ce même 80 tonnes.
je suis surpris là. Oui. Sur une serre de 1000 autres choses, sur 2 serres de 500 mètres carrés, tu peux faire ce chiffre. Donc, regardez combien de personnes il faut employer dans le site pour pouvoir acheter les mêmes 80 tonnes. On est à 6 fûts de traitement. Ça veut dire un fût, on est déjà passé à 7. Un fût, quand on fait, c'est 11 appareils. C'est 11 000 francs par fût de traitement. Or, sur 2 serres de 1000 mètres, 500 mètres carrés, avec le même fût, tu n'as même pas besoin jusqu'à un fût. Pour avoir le même rendement. Moi, personnellement, je recommande la serre à qui peut s'octroyer pour faire la couture maraîchère. On a un champ, c'est parce que je ne peux pas encore présenter. J'ai déjà fait venir un vache. La prochaine fois que tu vas venir, tu vas voir, je vais mettre une serre très près ici. Je vais montrer aux gens qu'en réalité, il n'a même pas question à démontrer. Voilà Madou Sidibé, vous pouvez regarder ses vidéos en ligne. Au Mali, Sidibé est parti 300 mètres carrés, aujourd'hui il a des hectares de serre. Et il ne fait qu'augmenter sa production. Il parle de 1000 tonnes à l'hectare. Oh, nous on se bat pour avoir 80 tonnes. Sous la pression de ça, des guêpes, sous la pression des attaques fongiques, sous la pression des nématodes. Quand tu vas marcher dans le champ là-bas, tu vas voir un certain endroit où on a des plantes qui meurent tout seuls. C'est le fléchissement bactérien. Une maladie auquel on n'a pas encore de produit. Les employés étaient tout discrets à la main ici. On peut aller un peu plus loin pour que les gens voient de quoi il s'agit. Quand ça t'attrape le champ, en fait, tu n'as que des yeux pour voir. D'accord, donc tu parlais de... Je disais par exemple qu'en champ comme ça, nous avons un problème d'infestation de sol. C'est pourquoi certaines personnes vont encore privilégier le hors-sol, la tomate en hors-sol. Parce qu'au moins là-bas, le substrat est contrôlé. Et nous, les producteurs en plein champ, nous sommes limités par quoi? Par le fait que dans notre pays, au Cameroun particulièrement, on n'a pas une analyse microbiologique des sols. On fait une analyse physico-chimique pour apprécier les propriétés physiques, la texture et tout ça. On apprécie aussi les propriétés chimiques, azote, phosphore. Mais on n'a pas une analyse chimique pour connaître quels sont les ravageurs qui sont dans le sol et qui vont causer les dégâts. Du coup, quand on lance une production, on fait face à ça. Regarde tout mignon comme ça. On a des plants qui sont tout morts. C'est du flétissement bactérien. Parce qu'il y a trois types de flétissement. Il y a le fusarien, il y a le bactérien et le verticillien. Le verticillien, en fait, on utilise dans les nématicides qu'on met au sol pour empêcher que ça. Mais quand c'est déjà fusarien, c'est comme le virus, c'est comme la peste chère, la peste porcine. Il n'y a rien à faire, tu observes seulement, ça meurt, tu vois. Et bizarrement, ça n'intervient jamais quand c'est jeune. C'est quand il y a déjà les fruits, tu vois que tous ceux qui sont morts portent déjà les fruits. Il y a déjà les fruits. Donc, comme je te disais, en serre, tu n'as pas besoin de toute cette superficie. Non seulement tu n'as pas besoin de toute cette superficie, et tu n'as pas la pression de trop de ravageurs comme ça. Ce qu'on appelle Boko Haram, le voici. Tu vois, c'est lui qui marche dans les feuilles. C'est une chenille qui est là. Regarde, elle est encore tout à fait jeune là. Voilà. On l'appelle Boko Haram parce qu'elle est très rebelle et résistante. Tu sais que la guerre avec Boko Haram n'a jamais fini. Mais quand on dit que c'est un casse-tête, c'est comme Boko Haram, il est vraiment dur à traiter. Mais on fait déjà avec lui. Nous, on le contrôle que, pardon, ne nous empêche pas quand même. Reste là, nourris-toi, mais ne nous empêche pas là. Donc, les produits. On est produit avec ça. Maintenant, avant de parler de chiffres, tu sais, généralement on appelle la culture de tomates le pari foot. Oui. Ou encore le jeu de hasard. Njambo. Ou Njambo, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle la tomate de Njambo? Premièrement parce que la fluctuation des prix, c'est à cause de sa fluctuation des prix sur le marché. Bizarrement, la psychologie de tous les agriculteurs est la même. L'année passée, à la période ici, la tomate était chère. Ça peut être encore cher cette année. Ou bien, les gens vont encore trop se lancer avant en croyant que c'est là. Décalons d'une semaine. Je t'assure, tout le monde va décaler la même semaine. Quelque chose est arrivé en décembre. Mais tu dis ça parce que j'étais avec un promoteur, on disait que non. La tomate était chère, elle soit trop chère en décembre. Ne faisons pas pour nous en décembre. Faisons ça à la fin. Tout le monde arrête à la fin. Le marché de fin d'année, la tomate, c'était à 1500. Le nord est descendu. Et c'est le Njambo encore pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un environnement où tout le monde a compris que c'est l'or rouge. Tout le monde se jette déjà dans le marché, la position de la tomate. Et véritablement, ce n'est plus devenu un gros enjeu parce que les producteurs maîtrisent déjà la production. La fait qu'on disait que c'était... Non, ce n'est plus un mystère. Les gars maîtrisent déjà la production. Et quand ils arrivent déjà à produire comme ça, à temps et à contre-temps, quand ça arrive sur le marché,
on se retrouve tous sur le même marché, le littoral. Où avant on disait que non, les meilleurs tomates sortent à Douala, à Fumbot, même au littoral on produit déjà la tomate. Le dérèglement climatique affecte toutes les zones. Du coup, la période propice est presque propice pour tout le monde. Alors tout le monde se jette dans la tomate cette période-là. Les frontières aussi restent un problème sur le marché de la tomate. Quand le Gabon entre, la tomate devient chère. Quand le Gabon sort, dès que le Rwanda, le Burkina Faso entrent en production, les Rwandais sortent, les Gabonais et les Nigériens sortent du marché camerounais. Nos produits maintenant chutent. Parce que l'année où il y a eu crise de la tomate, où on vendait à 1000 francs, 800 là, c'est l'année où on avait fermé la frontière Nigeria. Les plateaux, parce que les plateaux prennent entre 1200 et 1300 cailloux. Ils avaient chargé. Arrivé à la frontière, on a dit que c'est fermé. Ils sont rentrés vers au marché de Douala et Yaoundé. Imagine-toi. Donc le problème dans la tomate ne reste pas ce qu'on dit sur le jambo là. Je vais te dire des francs à francs. On va parler normalement. Tu vois la tomate, si tu parviens à produire 80 tonnes de tomates à l'hectare, n'est-ce pas? Je parle directement, je suis passé, je ne veux pas que les gens retiennent 4 tomates sur un jambo. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème des gens, c'est qu'ils ne parviennent pas déjà à avoir les 80 tonnes. À réussir la production. Et les gens produisent. Que le prix soit assez élevé pour compenser ça. Le chanceux, c'est celui qui n'a pas bien produit, il est tombé sur le bon marché. Tu n'as pas eu une bonne production, le marché était bon. Mais je te demande pas, si tu produis la tomate et que le cajou a 2000 francs déjà, tu t'en sors. Si tu as fait tes 80 tonnes à l'hectare. On va prendre un calcul simple. Les gars, là on parle bien des chiffres. Parce que c'est important que les gens comprennent que le défi des Camerounais ou des Africains, c'est le rendement. 80 tonnes, le cajou il fait généralement entre 23 et 25 kg maximum. On va prendre 25 kg au max. Je ne connais même pas un cajou qui fait 25 kg, mais prenons 25 kg au max. 80 tonnes c'est 80 000 kg. Oui, on divise par 25. Ça fait 80 000 kg. Divisé par 25. Ça veut dire que tu fais seulement 40. Ça fait 3200 cajots. Si tu fais 3200 cajots à l'hectare, tu fais fois 2000 francs. Tu as 6 400 000 francs. Revenus. Ce n'est pas la théorie, hein, parce que j'ai pris l'exemple que tout le monde peut connaître. Si tu fais 3200 cajots à l'hectare et tu vas à 2000 francs, où est le diambo dedans? Tu crois que tu vas investir? Avant, on investit 3 millions à l'hectare pour produire un hectare de tomates. Maintenant, avec la flambée des prix des engrais et tout, on est déjà à 4 millions. Oui, après tu gagnes quand même 2 400 000. Mon frère, où est le diambo dedans? Si ce n'est pas la technique qui doit prévaloir d'abord. Ouais, c'est la technique. Donc, quand j'ai dit aux gens, faites l'effort de moins d'atteindre les 80 tonnes. Si on atteint les 80 tonnes, on est à l'abri de la fluctuation là. Quand tu parles comme ça, j'imagine un gars qui fait ça sous serre alors. Oh, comment? Il n'a pas besoin même d'utiliser les variétés encore très. Parce que même dans la tomate, il y a encore les variétés level. Le gars a 300-500 tonnes, c'est autre chose, alors, mon ami. Prenons maintenant avec la moyenne que nous on fait les business plans avec de 3000 francs. Tu as 9 600 000. 3000 francs, c'est la moyenne des ventes. Parce que même quand on va sortir là, si on est ensemble, tu vas voir combien il va vendre ça là-bas. C'est la toute première récolte. On va se dire que bon, si on donne 3000, tu vas aussi prendre. Si on donne 4000, tu prends. Oh, c'était d'abord à 5000, 6500. Et si tu parviens à atteindre les 80, 3200 paniers à l'hectare, est-ce que ça va, tu entends parler d'une jambo? Non, oui. Donc le challenge reste au niveau de la production. D'accord. Ah, Dario, vraiment, merci pour cette visite. Je crois qu'on va arrêter comme ça parce que on pourra en parler toute une journée. On pourra en parler toute une journée. Ouais, donc ici nous sommes dans la localité de Fumbot. Donc je suis venu rendre visite à Dario et on se connaît dans le domaine du monde agro-pastoral. Et pour ceux qui aiment le contenu, il a sa chaîne qui est Agri Dario. C'est ça. Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi. Et si vous avez besoin des prestations, parce que ici c'est son champ. Mais en dehors de son champ ici, il donne aussi des prestations dans plusieurs autres parcelles. Donc, et comme je vous ai dit, moi j'apprécie ça parce que on a beaucoup de gens qui viennent, ils ont planté un plant de tomates comme ça, mais le texte qui vous sort sur un plant de tomates, il vous montre qu'il peut produire même sur 50 hectares. Sauf qu'entre temps, on a des gens qui, le jour où vous voulez vous lancer, ils vous appellent que viens voir d'abord ce que je fais. Et je crois que même chez moi, il y a des gens qui veulent faire le maïs, qui disent Loïc, on veut d'abord visiter ton champ. Ah oui, donc quand tu viens, tu vois ce qui est déjà en train d'être fait,
tu comprends que ce n'est pas le rêve qu'on vend aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de vendeurs d'illusions, mais l'Afrique a besoin des gens qui produisent. Donc aujourd'hui, on a montré que la culture c'est Loïc, sans te couper, je vais voyager bientôt, je vais aller chez Sidibé. J'ai au moins reçu cette invitation-là. On va arriver à parler de la production sous serre, je t'assure, tu seras ébahi. Parce qu'Amadou Sidibé te donne ça de manière brute. Moi j'ai touché ça avec une petite serre de 200 mètres carrés. Mais lui, tu vois ça. 1 hectare, 2 hectares. Il a sur 1 hectare, 2 hectares. Mais faisons déjà peu. Je t'assure, pour tous ceux qui ont la capacité d'importer les serres, la bâche est la moins chère, ça coûte moins cher. C'est juste qu'au pays, quand ça arrive là, les gens commencent à mystifier ça. Surtout que j'ai même vu qu'on peut déjà faire les serres avec des bambous. Alors, on va faire une serre traditionnelle ici. Tu vas voir la production. On va faire la même raja ici. C'est la semence raja qu'on utilise ici sans publicité. C'est la meilleure semence actuellement sur le marché camerounais. La variété raja. C'est vrai que maintenant il y a un lot là qui est arrivé qui laisse à désirer. Il y a déjà des sensibilités bactériens là. Mais c'est la meilleure tomate avec la Exilium. Exilium, il y a une variété qu'on appelle Exilium FF. C'est le miel là-bas. Donc, pour moi, c'est une fierté de t'accueillir ici. Ce n'était pas facile, mais je pense que ça valait le coup. Ça valait le coup et à tous les niveaux, je serai toujours fier de présenter ce que je sais faire à beaucoup de Camerounais. Je me suis un peu arrêté avec les publications sur YouTube parce que ça prenait un peu déjà trop de pression. Il y avait déjà un peu trop les appels. Il fallait que tu te concentres. Oui, il fallait que je me concentre pour faire déjà un résultat parce que c'est une parcelle expérimentale comme expliqué au départ. J'ai testé ici trois variétés. Une variété hybride que tout le monde produit, une deuxième variété hybride et une variété ordinaire. La variété ordinaire, c'est la Rio Grande. Les deux variétés hybrides, c'est Raja et Kero. Donc, les résultats sautent à l'œil en fonction de la fertilisation qu'on a faite et les traitements qu'on a apportés. On connaît qui est plus sensible, on connaît qui va beaucoup végéter si on fertilise comme ça. Exactement. Donc, moi, je suis très content. C'est un plaisir renouvelé de partager avec la communauté ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Exactement. Merci beaucoup, Dario. D'accord, Loïc. D'accord. Donc, on va remonter et puis on va visiter. Tu m'as montré le site. Oui, on va visiter le champ des pastèques de mes collègues là. Vous avez vu M. Ndioya, ingénieur agronome. Lui aussi, on est parti. C'est un de mes champions sur la tomate. En tout cas, nous sommes un groupe d'ingénieurs agronomes très soudés. On travaille ensemble. On fait face aux difficultés, on les affronte. C'est pourquoi tu vois, ils viennent nous assister aussi quand on a un peu récolté. Exactement. Et quand je ne suis pas là, ils passent jeter un coup d'œil. Et vice versa. On pourra visiter aussi sa parcelle. Bien sûr, avec plaisir. Les gars, on se dira au sommet. Salut à la communauté de Loïc Kamwa. Loïc Kamwa, oui, je sais. Mais Sekoucha là. Sekoucha, on est en plein, j'ai envie de dire, redéploiement. Parce que la plateforme actuellement, on a quelques soucis, tu sais, les paiements, ça complique un peu. Ouais, ça c'est un gros problème en Afrique. Donc actuellement, on est en train de vouloir déployer un autre moyen. Mais le contenu reste de qualité et on a beaucoup d'autres contenus qui sont en cours de réalisation. On va s'inscrire à Sekoucha parce qu'il y a beaucoup à enseigner. Avec plaisir. C'est l'école du terrain.